Nés dans les années 80, nous appartenons à une génération qui regarde avec inquiétude le monde qu'elle a reçu en héritage. Un monde désenchanté, sans idéologie, un monde sans mythe. De quel mythe avons-nous besoin aujourd'hui ? Par mythe, nous entendons un récit, une histoire, capable de bouleverser notre vision du monde et nos pratiques sociales. Loin d'avoir la réponse, c'est en tout cas la question qui nous anime. Quel est notre outil ? Le théâtre. Pour qui faisons-nous du théâtre ? Ou nous pourrions dire, avec qui voulons-nous jouer ? Avec tous ceux qui veulent jouer avec nous. Nous voulons reconsidérer la place du spectateur en créant un vrai doute sur ce qu'il est venu voir. Juste un petit jeu de mensonges où il n'est pas si tranquille. Nous désirons créer de nouveau un temps commun passé entre citoyens, où l'on place l'humain au centre de toute préoccupation, politique et artistique, et où acteurs et spectateurs se questionnent ensemble. Le jeu naît de cette rencontre et peut se poursuivre avant et après. Pour cela, nous avons décidé de créer un collectif d'acteurs. Un collectif où nous voulons chacun à sa juste place. C'est-à-dire à celle qu'il choisit librement. Qu'il soit l'un de nous, Ou notre invité ? Le leader, s'il en est un, est celui qui nous raconte une belle histoire. il est leader le temps d'un voyage, forcément renversé le lendemain. On se réunit, on débat, on cherche, on apprend, on se confronte, on essaie, on joue, on s'organise. Voilà le départ de notre travail. N'aurait-il pas fallu d'abord avoir les bonnes raisons d'écrire ? Celles mystérieuses pour moi, qui vous donnent le droit d'écrire ? Et je ne les connaissais pas. Je n'avais que la mauvaise raison. Ce n'était pas une raison, c'était une passion. Quelque chose d'inavouable et d'inquiétant. Un de ces traits de la violence qui m'affligeait. Je ne voulais pas écrire. Comment aurais-je pu le vouloir ? Je n'étais pas égarée au point de perdre la mesure des choses. Une souris n'est pas un prophète. Je n'aurais pas eu le culot d'aller réclamer mon livre à Dieu sur le Sinaï, même si, en tant que souris, j'avais trouvé l'énergie de grimper sur la montagne. De raison aucune. Mais il y avait de la folie, de l'écriture dans l'air autour de moi. Toujours proche, enivrante, invisible, inaccessible. Écrire me traverse. Cela me venait soudain. Un jour, j'étais traquée, assiégée, prise. Cela me prenait. J'étais saisie. D'où ? Je n'en savais rien. Je n'en ai jamais rien su. D'une région dans le corps. Je ne sais pas où elle est. Écrire me saisissait, m'agrippait. Du côté du diaphragme, entre le ventre et la poitrine. Un souffle dilatait mes poumons. Et je cessais de respirer. J'étais soudain remplie par une turbulence qui m'essoufflait et m'inspirait des actes fous. Écris ! Quand je dis qu'écrire me prenait, ce n'était pas une phrase qui venait me séduire. Il n'y avait rien d'écrit justement. Pas de lettres, pas de lignes. Mais au creux de la chair, l'attaque. Bousculée, pas pénétrée, investie, agie. L'attaque était impérieuse. Écris ! Même si je n'étais qu'une maigre souris anonyme, j'ai bien connu la terrifiante secousse qui galvanise le prophète, réveillé en pleine vie par un ordre d'en haut. Il y a de quoi vous obliger à traverser les océans. Moi ? Écrire ? Mais je n'étais pas un prophète. Une envie ébranlait mon corps, changeait mes rythmes, se démenait dans ma poitrine, me rendait le temps invivable. J'étais orageuse. Éclate, tu peux parler. Et d'ailleurs, qui parle ? L'envie avait la violence d'un coup. Qui me frappe ? Qui me prend à revers ? Et dans mon corps un souffle de géant, mais de phrases, point. Qui me pousse ? Qui m'envahit ? Qui me change en monstre ? En souris qui veut se faire plus grosse qu'un prophète ? Une force gaie, pas un dieu, ça ne vient pas d'en haut, mais d'une inconcevable contrée, intérieure à moi, mais inconnue, en rapport avec une profondeur, comme s'il pouvait y avoir dans mon corps, qui, du dehors et du point de vue d'un naturaliste, est tout ce qu'il y a de plus élastique, nerveux, maigre et vif, non sans charme, les muscles fermes, le nez pointu, toujours humide et frémissant, et les pattes vibrantes. Un autre espace, sans limite. Et là-bas, dans des zones qui m'habitent et que je ne sais pas habiter, je les sens, je ne les vis pas, elles me vivent, jaillissent les sources de mes âmes, je ne les vois pas, je les sens,
C'est incompréhensible, mais c'est ainsi. Il y a des sources, c'est l'énigme. Un matin, ça explose. Mon corps connaît là-bas une de ces affolantes aventures cosmiques. J'ai du volcan dans mes territoires, mais pas de lave. Ce qui veut s'écouler, c'est du souffle, et pas n'importe comment. Le souffle veut une forme. Écris-moi. Un jour, il me supplie. Un jour, il me menace. Mais tu vas m'écrire, oui ou non? Il aurait pu me dire, peins-moi. J'essayais. Mais la nature de sa fureur exigeait la forme qui arrête le moins, qui enferme le moins. Le corps sans cadre, sans peau, sans mur. La chair qui ne sèche pas, qui ne se raidit pas, qui ne caille pas le sang fou qui veut la parcourir, à jamais. Laisse-moi passer, ou je casse tout. Quel chantage aurait pu m'amener à céder au souffle? Écrire? Moi? Ce souffle, parce qu'il était si fort et si furieux, je l'aimais, je le craignais. Être soulevé un matin, arraché du sol, balancé dans les airs, être surprise, avoir en moi-même la possibilité de l'inattendu. M'endormir souris, me réveiller aigle. Quel délice! Quelle terreur! Et je n'y étais pour rien. Je n'y pouvais rien. Surtout chaque fois que le souffle me prenait, se répétait le même malheur. Ce qui commençait malgré moi en exultation se poursuivait à cause de moi en combat et s'achevait en chute et en désolation. À peine en haut, Hé, qu'est-ce que tu fais là? Est-ce la place d'une souris? honte. Une honte m'atteignait. Il ne manque pas sur terre, il ne manquait donc pas dans mes espaces personnels de gardien de la loi, les poches pleines de premières pierres à lancer sur les souris volantes. Quant à mon gardien intérieur, que je n'appelais pas sur moi à l'époque, il était plus rapide et précis que tous les autres. Il me jetait la pierre avant que tous les autres, parents, maîtres, contemporains prudents, soumis, rangés, tous les noms fous et les anti-souris, aient eu le temps de tirer. The fastest gun, c'était moi. Heureusement, ma honte réglait mon compte sans scandale. J'étais sauvée. Écrire? Je n'y pensais pas. J'y songeais sans cesse. N'avec le chagrin et l'humilité, la résignation, l'innocence des pauvres. L'écriture est Dieu, mais ce n'est pas le tien, comme la révélation d'une cathédrale. Je suis né dans un pays où la culture était retournée à la nature, s'était refaite chair. Ruines qui ne sont pas des ruines, mais des hymnes de la mémoire lumineuse. Afrique, chantée par la mer nuit et jour. Le passé n'était pas passé. Il s'était couché, comme le prophète, dans le sein du temps. À 18 ans, je découvre la culture. Le monument, sa splendeur, sa menace, son discours. Admire-moi, je suis le génie du christianisme. À genoux, rejeton de la mauvaise race, éphémère. Je me suis érigé pour mes fidèles. Dehors, petite juive, vite, ou je te baptise. Gloire, quel mot! Un nom d'armée, de cathédrale, de victoire hautaine. Ce n'était pas un mot pour juive femme. Gloire, vitraux, Drapeau, dôme, construction. chef-d'œuvre. Comment ne pas reconnaître votre beauté et qu'elle me rappelle à mon étrangeté? On m'expulse de la cathédrale de Köln un été. Il est vrai que j'avais les bras nus, ou la tête peut-être. Un prêtre me fout dehors, nu. Je me sentis nue d'être juive, juive d'être nue, nue d'être femme juive, d'être chère et gaie. Et j'aurai tous vos livres. Mais les cathédrales, je les quitte. Leur pierre est triste et mâle. Les textes, je les mangeais. Je les suçais, les tétais, les baisais. Je suis l'enfant innombrable de leur foule. Mais écrire? De quel droit? Après tout, je les lisais sans droit, sans permission, à leur insu. Comme j'aurais pu prier dans une cathédrale et envoyer à leur Dieu un message imposteur. Écrire, j'en mourrais d'envie, d'amour, donner à l'écriture ce qu'elle m'avait donné. Quelle ambition, quel impossible bonheur. Nourrir ma propre mère, lui donner à mon tour mon lait, folle imprudence. Pas besoin d'un surmoi bien sévère pour m'empêcher d'écrire. Rien en moi ne rendait vraisemblable ou concevable un tel acte.
Est-ce que beaucoup d'enfants de manœuvre rêvent de devenir Mozart ou Shakespeare? Tout de moi se liguait pour m'interdire l'écriture. L'histoire, Mon histoire. Mon origine. Mon genre? tout ce qui constituait mon moi social, culturel. À commencer par le nécessaire, qui me faisait défaut. La matière dans laquelle l'écriture se taille, d'où elle s'arrache. La langue. Tu veux écrire? Dans laquelle langue? La propriété, le droit me gendarmaient, depuis toujours. J'ai appris à parler français. Dans un jardin d'où j'étais sur le point d'être expulsée, parce que juive. J'étais de la race des perdeurs de paradis. Écrire français? De quel droit? Montre-nous tes lettres de créance. Dis-nous les mots de passe. Signe-toi. Fais voir tes mains. Montre tes pattes. Qu'est-ce que ce n'est là? J'ai dit écrire français. On écrit en. Pénétration, porte, frapper avant d'entrer. Formellement interdit. Tu n'es pas d'ici. Tu n'es pas chez toi, ici. Usurpatrice! C'est vrai. Pas de droit, seulement de l'amour. Écrire. Jouir comme jouissent et font jouir sans fin les dieux qui ont créé les livres. Les corps de sang et de papier, leurs lettres de chair et de larmes qui mettent fin à la fin. Les dieux humains qui ne savent pas ce qu'ils ont fait. Ce que leur voir et leur dire nous font. Comment n'aurais-je pas eu le désir d'écrire, alors que les livres me prenaient, me transportaient, me perçaient, jusqu'aux entrailles, me donnaient à sentir leur puissance désintéressée, que je me sentais aimée par un texte qui ne s'adressait pas à moi, ni à toi, mais à l'autre, traversé par la vie même, qui ne juge pas, qui ne choisit pas, qui touche sans désigner, agité, arraché à moi par l'amour. Comment aurais-je pu, quand mon être était peuplé, mon corps parcouru, fécondé, me refermer dans un silence? Venez à moi et je viendrai à vous. Quand l'amour te fait l'amour, comment t'empêcherais-tu de murmurer, de dire ses noms, de rendre grâce à ses caresses? Tu peux désirer, tu peux lire, adorer, être envahi. Mais écrire ne t'est pas accordé. Écrire était réservé aux élus. Cela devait se passer dans un espace inaccessible aux petits, aux humbles, aux femmes, dans l'intimité d'un sacré. L'écriture parlait à ses prophètes depuis un buisson ardent. Mais il avait dû être décidé que les buissons ne dialogueraient pas avec les femmes. L'expérience ne le prouvait-elle pas? Je ne pensais pas qu'elle s'adressait aux hommes ordinaires, pourtant, mais seulement à des justes, des êtres taillés dans la séparation, pour la solitude. Elle leur demandait tout, elle leur prenait tout, elle était impitoyable et tendre, elle les dépossédait entièrement de tout bien, de tout lien, elle les allégeait, les dépouillait. Alors elle leur livrait le passage. Vers le plus loin, sans nom, sans fin, elle leur donnait le départ. C'était un droit et une nécessité. Ils n'arriveraient jamais. Ils ne seraient jamais trouvés par la limite. Elle serait avec eux, à l'avenir, comme personne. Ainsi, pour cette élite, le beau trajet sans horizon au-delà de tout, la sortie effrayante mais enivrante en direction du jamais encore dit. Mais pour toi, les contes t'annoncent un destin de restriction et d'oubli. La brièveté, la légèreté d'une vie qui ne part de la maison de ta mère que pour faire 3 petits détours qui te ramènent tout étourdi à la maison de ta grand-mère, qui ne fera de toi qu'une bouchée. Pour toi, petite fille, Petit pot de lait. Petit pot de miel. Petit panier, l'expérience le démontre. L'histoire te promet ce petit voyage alimentaire qui te ramène bien vite au lit du loup jaloux, ta grand-mère, toujours insatiable. Comme si la loi voulait que la mère soit contrainte de sacrifier sa fille pour expier l'audace d'avoir joui des bonnes choses de la vie dans sa jolie rejetonne rouge. Vocation d'englouti, trajet de Cybale. Au fils du livre, la recherche, le désert, l'espace inépuisable, décourageant, encourageant, la marche en avant. Aux filles de ménagères, l'égarement dans la forêt, trompée, déçue mais bouillonnante de curiosité. Au lieu du grand duel énigmatique avec le sphinx, le questionnement dangereux adressé au corps du loup. À quoi sert le corps? Les mythes nous font la peau. Le logos ouvre sa grande gueule et nous avale. Parler, m'écrier, hurler, déchirer l'air, la rage m'y poussait sans cesse. Ne laisse pas de traces, tu peux parler, ça s'évapore. Les oreilles sont faites pour ne pas entendre. La voix se perd. Mais écrire, établir un contrat avec le temps,
marquer, se faire remarquer. Cela s'est défendu. Toutes ces raisons pour lesquelles je croyais n'avoir pas le droit d'écrire, les bonnes, les moins bonnes et les vraies fausses. Je n'ai pas de lieu d'où écrire, Aucun lieu légitime. Ni terre, Ni patrie. ni histoire à moi. Rien ne me revient. Ou bien tout, et pas plus à moi qu'à tout autre. je n'ai pas de racines. À quelle source pourrais-je prendre de quoi nourrir un texte? Effet de diaspora. Je n'ai pas de langue légitime. En allemand, je chante, en anglais, je me déguise, en français, je vole. Je suis voleuse. Où reposerai-je un texte? Je suis tellement déjà l'inscription d'un écart qu'un écart de plus est impossible. On me donne cette leçon. Toi, l'étrangère, insère-toi. Prends la nationalité du pays qui te tolère. Sois sage, rentre dans le rang, le commun, l'imperceptible, le domestique. Voici tes lois. Tu ne tueras pas, tu seras tué. Tu ne voleras pas. Tu ne seras pas une mauvaise recrue. Tu ne seras pas folle ni malade. Ce serait un manque d'égard pour tes hôtes. Tu ne zigzagueras pas. Tu n'écriras pas. Tu apprendras le calcul, tu ne te toucheras pas. Au nom de qui écrirai-je? Toi écrire? Mais pour qui te prends-tu? Pouvais-je dire, ce n'est pas moi, c'est le souffle. Pour personne. Et c'était vrai, je ne me prenais pour personne. C'était même ce qui m'inquiétait, et me peinait le plus obscurément, être personne. Tout le monde était quelqu'un, croyais-je, sauf moi. J'étais personne. Être était réservé à ces personnes pleines, définies, méprisantes, qui occupaient le monde de leur assurance, prenaient les places sans hésiter. Étaient chez elles partout où je n'étais pas autrement qu'en infraction, intruse, le petit bout d'ailleurs que j'étais toujours sur le qui-vive. Les paisibles, être, quelle assurance! Je pensais, j'aurais pu ne pas être, et je serais. Mais dire je suis, qui-je? Tout ce qui me désignait publiquement et dont je me servais, on ne refuse pas une rame quand on dérive, était trompeur et faux. Je ne me trompais pas, mais objectivement, je trompais le monde. Mes vrais papiers étaient faux. Je n'étais même pas une petite fille. J'étais un animal sauvage et craintif. Et j'étais un animal féroce. Mais ça, il s'en doutait peut-être. Nationalité française. Ce n'est pas ma faute. On me faisait prendre la place de l'imposture. Encore maintenant, je me sens parfois poussée à m'expliquer, m'excuser, rectifier, vieux réflexe. Car je croyais du moins, sinon en la vérité de l'être, en une rigueur, une pureté du langage. Si un mot se mettait à mentir, c'est qu'on le maltraitait, qu'on le mettait à mal, dans une position imbécile. Je suis. Qui oserait parler comme Dieu? Pas je. Ce que j'étais, si ça pouvait se décrire, était un tourbillon de tensions, une série d'incendies, 10 000 scènes de violence. L'histoire m'en avait nourri. J'ai eu la chance de faire mes premiers pas en plein brasier entre deux holocaustes. Parmi, au sein même du racisme. Avoir 3 ans en 1940. Être juive. Une partie de moi dans les camps de concentration. Une partie de moi dans les colonies. Alors, toutes mes vies se partagent en 2 vies principales. Ma vie d'en haut et ma vie d'en bas. En bas, je griffe, je suis lacérée, je sanglote. En haut, je jouis. En bas, carnage, membres, écartèlement, corps roué, bruit, engin, herse. En haut, visage, bouche, aura, flot des silences du cœur. Je suis assis devant un piano. Rien d'autre ne compte. Je ne sais rien dire, rien décrire de ce qui m'entoure. Ni la marque de l'instrument, Un Steinway, un Pleyel, un Gaveau. ni s'il est droit, ni s'il est à queue. Je ne peux pas dépeindre la chambre où je me trouve, ni dater la saison, le jour, ni l'heure. Suis-je seul? Y a-t-il autour de moi des personnes qui m'écoutent? Je n'en sais rien. Je ne veux rien savoir. Je suis simplement là, avec mes mains, dans mes mains. Je ne vois qu'elle, glissant, aérienne sur le clavier. Je n'entends que cette musique qu'elle soulève, qu'elles attirent hors du piano et qui m'envahit. Une musique improvisée qui d'abord me possède, m'enveloppe avant de s'écouler le long de mes bras, jusqu'à ses mains qu'elle imprègne. Par moments, pour assourdir ou forcer le son, je me sers de mes pieds. Je sens, mais de plus loin, leur pression sur les pédales. Quelque chose au fond de moi chante et s'accomplit. Je suis dans le bonheur, j'improvise. J'improvise! Aucun doute, ce sont bien mes mains que je fixe.
Je reconnais mon alliance, d'une épaisseur rare, comme si Germaine avait voulu ostensiblement me lier à vie. J'aperçois la petite éminence au-dessus du médius, résultat d'un coup de marteau malhabile, du temps où je bricolais dans notre maison de campagne. Je reconnais les récentes gerçures semées de quelques taches de son, conséquence de l'hiver et de l'âge. Je distingue ce curieux point noir, une sorte de mouche à la racine de l'index gauche, Si un jour tu te perdais, on te retrouverait toujours grâce à cette marque. disait ma mère. La souplesse de mes doigts, de mes poignets, la vélocité de mes mains, leur dextérité m'émerveille. Acrobatique, inventive, tantôt agitée, tantôt tranquille. Je ne peux en détacher les yeux. Ma virtuosité est sans limite, mon invention sans brisure. Je m'interprète sur toutes les clés, sur tous les rythmes, en ronde, en blanche, en noir, en croche, en crescendo et en soupir. Une fête, simple, naturelle, facile. Si facile qu'au matin, je déclare à Germaine que je m'en vais tout de suite faire l'achat d'un piano. Te mettre au piano à ton âge? Tu n'y penses pas, Albert. J'ai un don! Elle ne voulait pas m'entendre. C'est aujourd'hui que tu t'en aperçois. Tu n'as rien d'un artiste. Rien. Il me restait à faire mes preuves. Je décidai de louer, toute une journée, un studio de musique au conservatoire le plus proche. Je pris place devant l'instrument. Cette fois, c'était un piano Signé Erard. et vissai mon tabouret à la bonne hauteur. Je soulevai ensuite, sans hâte, l'abattant. Je découvris avec émotion des touches jaunies, d'autres plus grises que noires, attestant qu'elles avaient été caressées, heurtées, parcourues par des milliers de mains avant les miennes. L'inspiration se rapprochait. Je le sentais à un frémissement heureux qui courait le long de mes veines. Dans l'expectative, j'étendis mes mains, bien ouvertes, à quelques centimètres au-dessus du clavier. Retenant ma respiration, j'attendis en toute confiance. Mais rien ne se passa. Rien. Persuadé que l'impulsion qui mettrait tout en route ne tarderait pas à se produire, je patientais encore. J'inspirais à fond, emplissant mes bronches de souffle, puis j'expirais lentement par la bouche. Rien n'advint. Mes paumes restaient figées, mes doigts demeuraient contractés, engourdis. Toujours aux aguets, m'efforçant par d'autres moyens de déclencher le mouvement, je remuais l'annulaire, le pouce, j'étirais mes phalanges, simulant de larges accords. Toujours rien. L'immobilité, l'inertie, la platitude. Je temporisais, encore et encore. Enfin, saisi d'une fureur et d'un désespoir sans frein, le dos arrondi, je me mis subitement à frapper sur le clavier, à plaquer des accords désorganisés et dissonants, dans l'espoir de retrouver ce don inouï, cette improvisation souple, aisée, qui se dérobait, dans la conviction que je donnerais bientôt jour à ces rythmes, à ces harmonies enfouies au fond de mon être. Je m'acharnais sur les touches et les pédales. Il n'en résultait qu'un vacarme effroyable. Une responsable des lieux ouvrit brusquement la porte et me pria en mots cinglants de mettre fin à mes exercices. Avec ce tapage infernal, on ne pouvait plus s'entendre dans le couloir, ni dans les studios avoisinants. Tout rentra dans l'ordre. C'est ainsi, je crois, que l'on dépeint une existence ponctuelle et sans remous. 3 ans s'écoulèrent avant que le prochain événement me survienne. Une grande page blanche se présenta devant mes yeux. Elle avait l'apparence de ces papiers à dessin, solides et blancs, légèrement apprêtés, qui invitent au graphisme. Par chance, je me trouvais au même instant en possession d'un de ces crayons feutres, qui accordent au signe largesse et fluidité. Le tenant déjà en main, je me mis à former des lettres sur le feuillet, aisément. Les mots m'étaient dictés. Mon poignet était délicatement mais fermement maintenu et guidé. Je composais 1, 2, 4, 5, bientôt 7 lignes. Je m'arrêtais. 7 lignes, pas une de plus. J'étais sûr que je venais de parvenir à la limite de ce texte, qu'il était bouclé, clos. Alors, juste au-dessous, je traçais 3 barres horizontales. J'y ajoutais le mot « fin ». Bien ancré, rythmé, robuste et mélodieux, ce morceau m'émerveilla. Je voulus tout de suite le graver dans mon souvenir, m'assurant ainsi, en cas de perte matérielle, de pouvoir le retrouver sans problème au réveil. Ces paroles limpides et profondes, fragiles et denses, me parurent d'une extrême simplicité, dénuées de pièges pour la mémoire. Je les retins sans effort et les répétai plusieurs fois, par cœur, avant de m'abandonner au sommeil. Au matin, sur ma table de nuit, je ne vis ni feuillet, ni crayon feutre. Je cherchai durant quelques secondes, mais ne trouvai nulle part trace de mon écrit. M'y attendant un peu, je ne paniquai pas. Il me suffirait, tout à l'heure, de me remettre à ma mémoire. Une fois habillé, je me suis installé devant la table de cuisine, avec un bloc-notes et un crayon-feu tout neuf, que je promène partout avec moi.
En lettres capitales, j'inscrivis poème. Quel autre texte aurait pu, en si peu de phrases, offrir tant de plénitude et tant d'éclat? Pour que les mots affleurent mieux, je ferme les yeux et m'isole du décor. Rien. Pas une parole ne se présente. Pas une! J'en appelais de manière plus insistante à mon souvenir, m'efforçais d'imaginer la forme de ces lettres si lisiblement découpées sur le blanc un peu raide de la page. J'espérais encore. Toujours rien. Plus fébrile, je fouillais cette fois au fin fond de mon être. Je blâmais mon insouciance, m'accusais de n'avoir pas fait un effort suffisant pour mémoriser ces lignes, ou bien m'extraire du sommeil. Je creusais, je forais pour déterrer mon trésor enfoui. Pourtant, rien ne remontait à la surface. Aucune parcelle, aucun fragment. J'en aurais pleuré. Étonné de mon immobilité face à cette page nue, Germaine me rappela l'heure. Comme je ne bronchais pas, elle me donna une légère bourrade sur l'épaule. Elle a bien fait. Sans elle, j'aurais raté mon train de banlieue. Au chef de bureau, quelle raison aurais-je pu donner de mon retard? Cette fois, c'est certain! Je vole! Personne ne prétendra le contraire. Il ne s'agit pas d'un vol en altitude qui perdrait le sol de vue, plutôt d'un vol en rase-motte, se haussant à 20 cm au maximum au-dessus de la terre. Un pas, puis un autre. Sans effort, je me suis élevé. D'abord je monte, ensuite je plane. Enfin me voilà parti. Les boulevards, les trottoirs de ma cité, les chemins de campagne, une allée cavalière, des ponts, l'autoroute défile sous mes pas. J'avance sur des patins invisibles. Je glisse comme le vent, tout en gardant les yeux ouverts sur ce qui se passe autour de moi. J'enregistre tout. Je vis d'abondance. C'est la félicité, le ravissement. Ai-je jamais éprouvé un tel bonheur? À présent, assis au bord du lit, je suis pressé de recommencer. J'ouvre en grand les portes-fenêtres qui donnent sur notre jardinet. L'autoroute du Nord est proche. À l'intérieur de chez nous, nous entendons sans cesse le vrombissement des voitures. Dans ma hâte, je n'ai même pas pris le temps d'enfiler mes chaussettes, mes chaussures. Le goût de ce que je viens d'éprouver m'emplit, m'exalte. Tout s'allège à l'intérieur de mon corps. Pieds nus, je viens de franchir le seuil de ma maison. Maintenant, j'avance sur l'étroit tapis de gazon. Soudain, je me mets à courir! À courir! Au bord du jardinet, je prendrai tout mon essor. Et de là, je m'élancerai! Les ambulanciers appelés d'urgence retrouvèrent Albert étendu de tout son long sur l'autoroute. Il gisait, face contre terre, sans chaussures et pieds nus. Quand ils le retournèrent, malgré la violence du choc, les infirmiers lui découvrirent un masque radieux détendu. L'accidenté saignait à peine. Ils eurent du mal à trouver l'endroit de la blessure fatale. La voiture, qui roulait pourtant à une allure normale, n'avait pas pu l'éviter. Fortement ébranlé, le conducteur expliqua qu'il avait soudain aperçu, approchant à toute vitesse, venant en sens interdit, une forme étrange, volant à peu de distance du sol, qui se précipitait vers son automobile. Quelque chose d'insolite, de jamais vu. Une sorte de martien peut-être. Jusqu'au dernier moment, l'homme avait cru rêver. L'autre soir, j'étais chez un copain peintre un peu grumpy avec des amis, en train de fumer des joints à causer de tout et de rien. Tout d'un coup, parmi les invités, un copain pianiste et le peintre se sont mis à se disputer sur le choix d'un disque de jazz parmi les nombreux vinyles de sa collection. Le pianiste choisit finalement un album du Modern Jazz Quartet avec Milt Jackson au vibraphone. Dès le premier accord et les premières notes de la mélodie au vibraphone, le peintre s'est moqué et a accusé le pianiste d'aimer la musique superficielle. L'anglais n'était pas leur langue maternelle et un débat s'ouvrit alors sur ce que serait l'opposé de Superficielle. Tout le monde essayait de trouver le bon mot, fallait-il dire de la musique. Profonde. Le peintre a alors passé en revue la collection de disques et s'est bruyamment vanté d'avoir trouvé Le bon disque de ce point de vue, Autumn Leaves de Miles Davis. Autumn Leaves de Miles Davis. La conversation a ensuite bifurqué sur les desserts préférés de chacun, puis pendant un blanc, on a entendu un solo de trompette. Tu vois, ça c'est profond. Ça te prend là. Dit le peintre en se touchant le ventre. Donc le Modern Jazz Quartet, c'est superficiel? C'est du easy listening. De la musique d'ascenseur. C'était probablement le vibraphone qui sonnait easy listening aux oreilles du peintre. Il n'avait pas tout à fait tort, le vibraphone évoque immanquablement la musique lounge, le kitsch.
Cette musique qu'on entend, mais qu'on n'écoute jamais attentivement. De la musique de fond. Son argument se résumait à cette vague association d'idées sonores à partir d'un instrument spécifique, le vibraphone. Peu importe que Milt Baggs Jackson soit un maître incontesté du vibraphone, il ne pouvait rien contre cette perception intrinsèque de son instrument de prédilection. Pas de chance. Mais mon ami pianiste n'était toujours pas convaincu que Miles Davis ait une quelconque profondeur de plus que le Modern Jazz Quartet. En tirant sur le joint, j'ai alors dit « C'est de ça que parle mon livre sur Enya. L'idée qu'il y a d'un côté de la musique qu'on écoute en mangeant, à une fête ou dans son bain, et de l'autre la musique qui requiert toute notre attention. Mais là où vous vous trompez de débat, les gars, c'est que rien n'oblige à ranger la musique dans l'une ou l'autre de ces catégories. Le but de la musique devrait être de fonctionner à ces deux niveaux. C'est pareil avec les gens. Attends, tu ne se vois pas quand même. m'interrompit le peintre. Je ne fis pas attention à lui. Il interrompait tout le temps, tout le monde et tendait toujours inutilement les débats. Avec certaines personnes, tu parles de tout et de rien, tu fais des blagues, tu racontes des conneries. Avec d'autres, tu as des conversations plus profondes. Tu abordes des sujets plus délicats et intimes, et tu sais qu'ils ne te jugeront pas. Mais les meilleures personnes, ce sont celles avec qui tu peux faire les deux. Pour terminer la soirée chez le peintre, on se mit à donner des notes à des icônes de la musique. Qui est le meilleur entre Prince. Les Beatles. Le Velvet Underground. ce genre de choses. Mais avant que le peintre ne donne son classement, il posa la question existentielle à laquelle ma réflexion sur Enya m'avait aussi amené. Est-ce qu'on parle de leur importance dans l'histoire de la musique ou juste de mon goût personnel? C'était comme s'il sentait planer au-dessus de lui le monolithe menaçant des goûts obligés. Il avait conscience de ce qui était canonique ou pas et sentait sur ses épaules tout le poids des vérités gravées dans le marbre. Mais il savait aussi que ses goûts réels pouvaient diverger de ses commandements. En gros, il demandait la permission de formuler un humble avis personnel face à l'histoire de la musique. Même cet artiste misanthrope, dogmatique et sûr de lui était complexé à l'idée de confesser une opinion impopulaire. Dans un monde parfait, il n'aurait pas eu à justifier sa préférence pour Prince par rapport aux Beatles. Chacun ses goûts. Mais le monde n'est pas parfait, et nous nous réfugions tous à l'ombre du consensus musical. J'ai toujours été un peu vieux jeu sur le respect de la mélodie. La mélodie est la surface d'une chanson, la façade de l'immeuble. Et si quelqu'un veut te faire deviner un morceau, c'est toujours la mélodie qu'il te chantera. Mais si, tu sais, c'est celle qui fait Groove is in heart. Pour la plupart des gens, la mélodie est la chanson elle-même. Quant à l'harmonie, il s'agit des accords qui soutiennent la mélodie et constituent en quelque sorte les fondations de l'immeuble. Et ces accords ont une tâche un peu ingrate, car même s'ils permettent aux émotions d'un morceau de se développer pleinement, ils ne suffisent pas en eux-mêmes à faire un morceau. D'ailleurs, il est impossible de fredonner des accords. Imaginez With or Without You si Bono ne commençait jamais à chanter. L'harmonie n'a pas d'existence autonome. C'est vraiment la bitch de la mélodie. C'est pourquoi entendre une mélodie a cappella, c'est-à-dire débarrassée de toute harmonie ou arrangement, est un vrai test. Est-ce que cette mélodie a toujours une qualité musicale quand elle est fredonnée par une personne lambda? Et test ultime, comment sonne-t-elle quand elle est chantée par votre mère? Si une mélodie surmonte ces épreuves, on peut dire qu'elle devient un morceau à elle toute seule. La partie de la mélodie devient le tout de la chanson, comme une sorte de synecdoque musicale. Les berceuses sont des mélodies qui ont toutes passé ces tests, pendant des siècles, et qui sont toujours là, bien présentes, malgré l'avènement du capitalisme, des somnifères et des enregistrements sonores modernes, sans avoir jamais trahi leur fonction initiale. C'est sans doute pour ça qu'on n'écoute jamais de disques de berceuse et qu'on en enregistre rarement, contrairement aux chansons pop. Un enregistrement pop correspond à une performance précise d'un artiste capté à un moment précis. C'est un moment qui n'appartient qu'à cet artiste, dont il est propriétaire et qui sonnera toujours de la même façon. Que l'on entende une version live ou une reprise, on est toujours renvoyé à l'enregistrement originel. Il n'y a qu'un seul Take On Me, et c'est la version de AA. Si on tombe sur une reprise par un groupe de covers 80s, on la compare à l'original studio de 80. Impossible d'imaginer Take On Me sans ce mélange spécifique de batterie cheesy et de la voix inimitable de Morten Arquette. Je viens de googler son nom. Une chanson pop ne prend vie qu'au moment où elle naît en studio, et reste ainsi figée pour l'éternité, comme Hibernatus.
D'ailleurs, il est quasiment impossible de faire écouter aux gens une reprise d'un tube iconique en espérant qu'ils fassent abstraction de l'original, comme s'ils l'entendaient pour la première fois. Je sais, j'ai essayé. C'était en 2004, quand j'ai décidé de ne plus faire que des concerts au piano. J'avais eu la fausse bonne idée de réarranger des chansons pop façon jazz ou classique. Parmi elles, je faisais un arrangement faussement baroque d'Orinoco Flow, d'Enya. La chanson contenant les célèbres paroles « Sail away, sail away, sail away ». Mais ma reprise n'avait aucune chance d'être reçue de manière objective. Tout ce qu'elle faisait, c'était rendre le public nostalgique de l'original. Et d'ailleurs, après les concerts, le public ne me parlait que de sa version à elle. La musique folklorique n'a pas le même problème. Il n'existe pas d'enregistrement original d'une berceuse. Il est même difficile d'évaluer une berceuse sur des critères strictement musicaux. Soit une berceuse marche, soit elle échoue. Soit le bébé dort, soit il ne dort pas. Comme en comédie, le public rit ou ne rit pas. Et peu importe qui l'a composée, la seule chose qui compte, c'est la personne qui la chante. Mais quel type de voix marche en matière de berceuse? Une voix apaisante, rassurante, qui chasse la douleur, la souffrance, les doutes, etc. Une voix qui nous fait nous sentir en sécurité, quelque chose de doux, de calme, de naturel, qui inspire confiance. Une voix qui en fait des caisses peut parfois tromper son monde, mais une voix sincère, on la reconnaît tout de suite. Les paroles d'une berceuse traditionnelle partent d'un problème simple Ne pleure pas. et proposent une solution tout aussi simple. Endors-toi. En tant que berceuse pour adultes modernes, Only Time pose une question existentielle Où nous mène cette route? et apporte une réponse dès le titre. Il faut juste du temps. C'est dans ce rapport entre sommeil et temps que se situe la solution au problème, celle qui dissipe toute énergie négative. Only Time passe également sans problème le test de l'acapella. Sa mélodie hypnotique se répète à l'infini, formant une boucle apaisante comme un bain chaud. Elle ne contient absolument aucun twist mélodique. La phrase « Who can say » se compose de 3 notes identiques, répétées sur un rythme délibérément plat. Tout paraît constant, immuable, presque ennuyeux. Mais selon moi, c'est intentionnel. Car une chose est sûre, Enya ne frime Pas. Cette simplicité extrême implique un manque total de virtuosité dans la composition. Comme si elle nous mettait au défi d'évaluer sa mélodie sur nos critères habituels. Est-elle intéressante ou pas? Spoiler, elle ne l'est pas. J'ai souvent essayé de composer des mélodies simples comme celle-là, et en général, ça s'est vite compliqué. Mon ego se mettait toujours en travers de la route. Je ne pouvais pas m'empêcher de glisser de ci, de là, des petits clins d'œil musicaux, comme pour dire à l'auditeur « Hé, regarde ce que je sais faire !» Une chanson simple et directe, comme Only Time, est dépourvue d'ego. Elle ne vous rappelle jamais qui l'a écrite, ni n'attire l'intention sur elle. Son auteur Enya s'efface totalement du tableau, et il faut avoir des couilles pour faire ça. Mais une fois que des accords s'ajoutent à la mélodie figée du morceau, elle se métamorphose, sans toutefois devenir totalement autre. Comme un objet sur fond vert, derrière lequel on projetterait successivement un arrière-plan enneigé, un paysage urbain ou Paris. Cette technique est omniprésente dans la pop d'aujourd'hui. Essayez de fredonner les mélodies de Shake It Off de Taylor Swift. Rockstar de Post Malone. Ou Marvin's Room de Drake. vous vous apercevrez que la mélodie ne change jamais, mais que ce sont les accords en arrière-fond qui changent. C'est le cas aussi dans Only Time, dont la grille d'accords se déséquilibre peu à peu, avant de revenir à l'accord de départ, pile au moment où la chanteuse prononce les mots Only Time. La résolution musicale et la fin des phrases se produisent simultanément, formant un happy end très satisfaisant pour l'oreille. Peut-être bien que ce morceau n'est pas très impressionnant musicalement parlant, mais il est difficile de faire plus apaisant. Pas étonnant que cette berceuse soit devenue l'hymne officieux des victimes du 11 septembre. En 2001, YouTube n'existait pas encore. Et après les attentats, sur l'internet de l'époque, on vit apparaître toutes sortes de montages à la gloire des pompiers ou en hommage aux familles de victimes. Tous ces montages, en flash, étaient illustrés par la voix pure et céleste d'Enya. Nul ne sait pourquoi, mais c'est Only Time qui, sortie de sa torpeur pendant ce traumatisme mondial, est devenue la berceuse universelle de cette tragédie. À ce moment-là,
Peut-être avions-nous tous besoin de la voix d'un ange, de quelqu'un en qui avoir confiance. Être comédien, c'est être obligatoirement dans le doute, et ne jamais savoir si l'on est vraiment légitime. Toujours en quête de plus d'authenticité, de sincérité. Au théâtre, par chance, on n'a pas à se regarder. On n'est pas confronté à son image. Mais on l'est dès qu'on fait du cinéma. On se voit en mouvement, on s'entend parler, et nécessairement, on se voit changer, vieillir aussi. Il m'est arrivé de lire les entretiens d'autres acteurs. Oui, je suis curieux de savoir comment des gens que je connais, ou des gens connus, envisagent leur métier. Ça m'intéresse d'entendre comment ils le vivent, comment ils supportent cela, de consacrer sa vie à jouer. Car c'est sans cesse du jeu, dès qu'on est confronté à l'autre en soi, ou à l'autre au dehors de soi. Si notre société projette l'être humain dans un jeu perpétuel, l'acteur, lui, est celui qui décide de jouer, qui adopte une parole qui n'est pas la sienne, une parole écrite par un auteur. Un poète. Il se l'infuse, se réapproprie, essaie d'en faire quelque chose de vivace en soi, voire de naturel. Au sortir de cet acte, l'interprète que nous sommes aura joué, pris l'apparence d'un personnage. Mais dès qu'il descend du plateau, il n'est naturellement plus ce personnage. On peut même espérer qu'il redevienne lui-même. J'ai d'abord choisi le théâtre à cause de cette convention. Lorsqu'on monte sur scène, on joue un personnage et le public est complice de ce subterfuge, de cette mise en jeu. Cette prise de conscience est beaucoup plus complexe au cinéma qu'au théâtre, parce que les notions de masque et de convention de jeu sont différentes. Il y a toujours, et de plus en plus, cette confusion de la part du public entre ce qu'il voit et ce qui est. Au cinéma, il est flagrant aujourd'hui qu'on ne dit plus un tel joue ceci, mais un tel est cela. Au cinéma, on s'immerge dans un rôle, dans un personnage que l'on cherche, sur lequel on enquête, avec lequel on vit, jour après jour. Le personnage finit par vous coller à la peau. Cette assiduité à vouloir poursuivre l'incarnation du personnage peut conduire à des dérèglements. Pour moi, l'expérience des Amants du Pont-Neuf est significative. Je ne savais justement plus ce que je jouais. J'avais plutôt l'impression de subir un état que d'être dans une distanciation. Je ne savais plus où était le personnage par rapport à moi. Qu'est-ce qui était moi? Qu'est-ce qui était le personnage qu'on me demandait de jouer? Après, je m'en suis affranchie. Mais cela a dû laisser quelques traces. Incarner ainsi un personnage en marge de la société est une lourde responsabilité. Aujourd'hui, je ne saurais comment définir la fonction sociale du comédien, tant elle est devenue floue et diffractée. Je pense souvent à Antonin Artaud, avec son idée obsessionnelle de remettre le corps humain sur la table de dissection, de le malmener, de le bouleverser en quelque sorte. Il s'agit bien là de cette combustion de l'être. Pour lui, il est nécessaire au théâtre que quelque chose advienne. Oui, j'y tiens moi aussi à cette irruption. Le théâtre est le lieu des passions. Shakespeare, par exemple, ne propose que des personnages pris au paroxysme de l'émotion, en période de crise aiguë. C'est cela qui est intéressant selon moi, lorsque l'on représente des monstres sur la scène. Cette cruauté des situations critiques, drôles ou grotesques, le hors-norme de la vie m'a toujours séduit. En compagnie d'Antonin Artaud, on peut imaginer que l'acte théâtral approche les rituels archaïques. La notion du sacré, même si je me méfie de ce que ce mot peut propager. En tout cas, le théâtre relève du domaine de la fiction. Et c'est de cette fiction-là que j'ai besoin. Le théâtre est, je pense, cet endroit où la dilatation de l'imaginaire est susceptible de perdurer. Parce que la scène est nécessairement un lieu inconfortable pour l'interprète. Et c'est là que se maintiendra sa vigilance. Je n'ai aucune certitude par rapport à la manière de jouer. Je me remets perpétuellement en question à ce sujet. Je suis, pour moi-même, le pire des critiques. Cette chance de pouvoir faire l'aller-retour entre le cinéma et le théâtre en la compagnie de grands auteurs m'a permis de comprendre, d'analyser la situation du comédien. J'ai pu tenter de m'affranchir de certaines traditions, trahisons, du jeu. Certes, ce n'est pas précisément dans les écoles du jeu que j'ai appris mon métier. J'y ai plutôt appris à me méfier d'un certain rapport de pouvoir. Heureusement, j'avais commencé à jouer avant. Car, dans toutes les écoles de théâtre que j'ai fréquentées, que ce soit Le Studio 34. ou La rue Blanche, et même Le Conservatoire national supérieur d'art dramatique.
On en est souvent réduit à ne travailler que sur des fragments de pièces avec des partenaires occasionnels et à présenter ces petites séquences édifiantes devant un professeur d'art dramatique dont on attend qu'il vous éclaire de son savoir. Là, je me suis rendu compte à quel point la notion d'emploi était encore tenace dans le mode d'enseignement du théâtre en France. Tout ce que l'on m'a proposé dans ces soi-disant écoles de théâtre, c'est de travailler les rôles de valets de comédie, Harlequin chez Marivaux. ou Sganarelle chez Molière. encore les rôles de monstres tels Néron ou Richard III. Tartuffe, à la rigueur. Je voyais d'autres scènes passer, avec d'autres rôles, et j'aurais eu envie de m'y essayer. Ainsi, Treplieff dans La Mouette, ou Roméo. Seulement, heureusement, on m'a donné la chance d'aborder ces rôles-là plus tard. J'apprécie l'importance du matériau que nous offrent nos sensations vécues dans l'interprétation d'un personnage. Nous sommes en permanence dans un champ d'expérience, qu'on le veuille ou non. Les méthodes me servent, me semble-t-il, qu'à se rassurer. L'idée même de la construction du personnage me laisse songeur. J'irai plus loin, je n'y crois pas vraiment. Je dois à Léos Carax, avec l'aventure des amants du Pont-Neuf, de m'avoir affranchi de l'idée de personnage telle qu'on nous la rabâche dans les écoles. Je trouve ça trop restrictif. Parce que plus on va vers une représentation de l'humain, plus les personnages doivent être complexes, ambivalents et souvent pleins de contradictions. J'essaie de ne jamais perdre de vue qu'au départ je fais ce métier pour le plaisir. Il y a parfois des situations inconfortables ou difficiles par lesquelles il faut passer. C'est une sorte d'équilibre à trouver qui nous permet d'entrer en scène. Le trac chez moi est toujours présent. La peur ne s'atténue pas. On l'oublie et elle revient pourtant tous les soirs. Mais une fois qu'on l'a dépassée, c'est un tel plaisir de jouer. Des fois, il y a même des rôles qui vous prennent à la gorge ou que vous appréhendez dès le matin au réveil. Mais une fois sur scène, tout va pour le mieux. Enfin, le mieux possible. Plus on a un rôle important, un rôle porteur, qui est la locomotive de la pièce, plus on a de responsabilités, plus la peur augmente, car on s'avance de plus en plus loin dans la précision et l'intensité du jeu. Ce qu'on a réalisé un soir avec succès semble impossible à reproduire le lendemain. C'est comme lorsqu'on fait une prise de vue au cinéma, pour une scène que l'on estime particulièrement délicate et qui doit se faire en état de grâce. Il y a une telle émotion qui circule, souvent dans la spontanéité de la première prise, que les suivantes se révèlent plus difficiles. La fraîcheur d'une première inspiration semble impossible à retrouver immédiatement. À ce propos, sur le théâtre de marionnettes de Heinrich von Kleist me plaît beaucoup. Il décrit là quelque chose d'essentiel. Au début du texte, le narrateur s'étonne de l'intérêt que manifeste pour ses pantins un célèbre danseur, alors que pour lui, il s'agit d'une représentation assez fruste, loin de la noblesse artistique de la danse. Or, ce danseur affirme que précisément, ce qui est admirable, c'est que les membres des pantins n'obéissent qu'à la pesanteur et qu'il n'y a dans la marionnette aucune stylisation que rajouterait un danseur dans ses gestes. Elles n'ont pas ce défaut humain de vouloir en faire un peu trop, de donner à leurs mouvements un tour ironique ou un excès de pathos. Leur évolution est authentique, dans leur aspect brut, et c'est le marionnettiste qui, tel un démiurge, imprime des mouvements gracieux aux membres des pantins en maniant les ficelles. Cette métaphore artistique et philosophique m'enchante. Elle me semble très proche du souci de l'art dramatique, qui se situe entre l'inspiration divine et la spontanéité de la brute. En ce qui concerne ma préparation pour un rôle De théâtre, ou de Moi, cinéma, moi qui n'use pas de méthode, souvent confiant dans les jeux du hasard, cela dépend du contexte. C'est à chaque fois différent. Il n'y a que des cas particuliers. Je rechigne un peu à aller fouiller dans des archives, à trop me documenter. Il y a quelque chose dans ma manière d'agir d'assez primitif, disons d'instinctif. Il est arrivé parfois que l'on me contacte pour un rôle que j'acceptais d'emblée en ayant l'impression d'avoir récemment expérimenté dans ma vie quelque chose qui avait à voir avec le personnage. Pour ce qui est de la relation avec le metteur en scène, le mieux, c'est quand elle a valeur de dialogue. Je considère qu'il me donne la liberté d'agir, de créer, en m'imposant un cadre. C'est rarement moi qui le propose, peut-être même jamais. Au théâtre, on peut me proposer toute une gamme de personnages qui ont déjà été joués et qui ont de ce fait une trajectoire dramatique dans le passé, qui ont même parfois laissé une empreinte stéréotypée dans l'histoire du théâtre ou dans l'inconscient collectif. Mais le fait qu'on me suggère de jouer tel ou tel personnage est pour moi important. Cela revient me proposer un contour.
une carcasse où loger mon imaginaire pour un temps. Je pense que dans l'écrit, l'essentiel y est déposé, et que ce n'est pas la peine d'aller chercher ailleurs, que, dans la partition, réside la moelle du personnage. Quand j'accepte un rôle, c'est que quelque part il m'interpelle. Ce n'est d'ailleurs pas nécessaire que je me sente proche du personnage. Je dirais même qu'une telle proximité pourrait devenir embarrassante. Finalement, ce que je demande à un metteur en scène au théâtre, c'est qu'il me propose un cadre, une esthétique où m'ébattre. C'est dans la contrainte que je peux trouver une liberté de jeu surveillée. Pour moi, le texte a une importance capitale. J'ai beaucoup lu. Dans les contextes les plus divers, j'ai essayé d'être un colporteur de mots à travers des lectures poétiques. De nos jours, il y a une grande déperdition du langage entre l'écrit et l'oral à cause du mode accéléré de la communication moderne. Avec la poésie en vers, on retrouve plus certainement la valeur des syllabes longues, brèves, la texture des mots. Comédien, je suis extrêmement sensible à la sonorité des mots, à leur saveur. Je suis parti du geste et j'ai voulu forger ce conduit pour émettre la parole. Le langage me passionne. Ce phénomène du langage passe aussi par la poésie, par le jeu de mots, l'étymologie sauvage. C'est une richesse, une source de vie. Il y a quelque chose de fabuleux dans le langage, qui se manifeste par bouffées, de façon immémoriale. Servir le texte, oui, c'est cela qui m'importe. Me mettre au service d'un auteur pour le théâtre. Au cinéma, par contre, quand on tourne une scène avec un réalisateur, il faut se rendre disponible à son imaginaire, son monde. Cela passe bien aussi par l'écriture, le langage du corps et, le plus important pour moi, celui des sensations. Mais il est nécessaire de se remettre au réalisateur, car lui seul a la maîtrise de l'œuvre à venir. L'acteur au cinéma donne quelque chose dont il n'aura pas le contrôle. Il peut seulement essayer de donner vie à un personnage. La narration, le temps, le rythme du film dépendront du montage. Ainsi, son travail constituera un petit tiers du résultat cinématographique. Au théâtre, à l'inverse, le comédien est pour une plus grande part responsable dans le succès d'une représentation. J'apprécie alors quand il y a en amont un dialogue équitable qui s'établit avec le metteur en scène, dans l'idéal un échange en profondeur ou une réflexion en commun à propos de l'œuvre qu'il veut monter avec tel dramaturge, scénographe, plus les techniciens du théâtre qui vont s'assembler pour faire exister ce spectacle. Et, malgré tout, j'ai tendance à penser que celui qui aura le dernier mot sur le plateau, c'est le comédien. C'est sa proximité avec le poème, son exigence, ses doutes, ses questionnements, la somme de toutes ces fragilités qui rendront sensible ou non la condensation et l'apparition d'un personnage de fiction lors de la représentation. Au cinéma, on peut bien rêver, s'interroger au sujet d'un personnage. On a beau s'y exercer, on ne peut vraiment le faire exister qu'en étant sur le plateau, dans le décor, avec la contrainte de l'espace, du costume et des chaussures même. D'ailleurs, le fait de tourner en pays étranger est pour moi très productif, à cause du dépaysement. Au théâtre, il y a également cette confrontation avec les éléments scéniques, les partenaires. Le texte, lui aussi, constitue un carcan. Et je trouve cela plutôt heureux. Il est important qu'un texte imprime un style au langage. Je suis de plus en plus attentif à la partition. J'aime les alexandrins, les vers, cette forme très belle en poésie qui donne une tenue à la phrase et qui pousse à ne pas être dans du naturalisme, à ne pas se complaire dans un parler banal, quotidien. Le naturalisme. Je n'y ai d'ailleurs jamais cru. C'est un leurre. Pour moi, ça n'existe pas. Quant au langage improvisé dans les films, je m'en méfie énormément. Si ça peut être parfois virtuose et spontané, ça peut aussi bien être du grand n'importe quoi. Quand j'étais enfant, le théâtre me rassurait. J'étais alors pétri d'angoisse à cause du monde, de la société des humains, inquiet, pressentant quelques sourdes menaces en suspens. J'ai choisi ce domaine de l'imaginaire parce que le réel m'effrayait. Pour m'en sortir, afin de pouvoir incarner cette violence qui me tourmentait, ou canaliser ma propre brutalité. Le théâtre me semblait être une issue pour fuir ce trop-plein de réalité. Quand je rêvais d'être comédien, mon idée était de faire partie d'une troupe et ainsi d'appartenir à une famille artistique. J'aurais voulu être itinérant, nomade. En somme, à l'époque, dans mes fantasmes, se mêlaient étroitement voyage géographique et voyage imaginaire. C'était là mon idéal.